Bonjour à tous, je suis bien heureuse d'être parmi vous, même si ce n'est que virtuellement puisque je vis aujourd'hui en Colombie. Je suis Ariane Biran, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie et auteure de nombreux ouvrages sur la psychologie du pouvoir, le harcèlement, la manipulation, l'autorité. Mon dernier ouvrage s'intitule Psychopathologie de la paranoïa et est paru en juillet 2016 chez Armand Collin. Aujourd'hui, je voudrais intervenir sur la paranoïa et les contagions délirantes. Alors, je ne pourrais pas aborder l'ampleur du sujet, mais simplement, je voudrais que cette conférence vous sensibilise, euh, pour le moins, à l'importance de ce sujet. Et pour cela, je voudrais commencer par l'un des plus vieux livres de l'humanité, l'Iliade, et rappeler quand même ce que fut cette aventure de l'Iliade du point de vue qui nous occupe. Notamment le fait que nous avons donc à la base de la destruction de Troie, planifiée par les Grecs, un roi fou, le roi de Mycène, le roi Agamemnon, qu'on pourrait quasiment diagnostiquer de paranoïaque vu sa logique d'expansion guerrière, son impossible remise en question systématiquement, euh, quand, et l'impossibilité qu'il a finalement de supporter la moindre contradiction et la moindre résistance. Donc un roi Agamemnon qui sacrifie sa fille sur les rivages de l'Élade pour gagner la guerre de Troie. Alors, je voudrais rappeler qu'il capture sa fille de la manière suivante. Comment la fait-il venir sur les rivages de l'Élade avant de partir naviguer vers Troie? Il la fait venir en lui vendant l'amour. Il lui dit qu'elle sera mariée au plus valeureux guerrier de tous les temps, à Achille, qui, contrairement au paranoïaque, est extrêmement puissant, d'une force incroyable, puisque c'est le plus valeureux guerrier de tous les temps, et en même temps il présente son talon. Donc, mi-homme, mi-dieu, mais il reste un humain avec sa capacité d'humain, alors qu'Agamemnon se prend pour Dieu. Et nous avons donc Achille, promis en mariage à Iphigénie, fille d'Agamemnon, Iphigénie qui fait le trajet avec sa mère Clytemnestre pour venir sur les rivages de Troie, de Grèce, et Agamemnon qui sacrifie sa fille. Achille essaye de défendre Iphigénie, et il avertit ainsi Clytemnestre, je vais citer un passage d'Euripide, le dramaturge grec, dans son œuvre Iphigénie à Aulis. Des cris terribles se font entendre parmi les Grecs, dit Achille. Quels cris, dis-moi, répond Clytemnestre. Au sujet de ta fille. Ce que tu me dis là est de mauvais augure. Il crie qu'il faut l'immoler. C'est-à-dire que tous les Grecs sont bien d'accord avec ce sacrifice rituel d'enfants immolés, à part Achille qui s'interpose et qui finira par céder parce qu'Iphigénie elle-même consentira à ce sacrifice. Alors je voudrais quand même, puisque de toute façon le texte de ma conférence, et j'ai horreur de lire mes notes, donc vous l'aurez en libre accès, il sera aussi sur mon site, je voudrais quand même que l'on se demande si la guerre de Troie a été gagnée par le sacrifice d'Iphigénie ou par la bravoure d'Achille. Et je crois, il me semble, qu'elle a été gagnée par la bravoure d'Achille. Et parce que c'était écrit que si Achille partait à Troie, il gagnerait l'immortalité. Ceci, les dieux l'avaient écrit. Donc en aucune manière, ce sacrifice de sa fille par ce fou, furieux, paranoïaque d'Agamemnon n'a permis de gagner la guerre de Troie. Ceci est quand même important, et je voudrais le rappeler pour tous ceux qui pensent que sacrifier les enfants, ça plaît aux dieux. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de la paranoïa comme le lieu de l'horreur sourde, c'est-à-dire celle que personne ne veut entendre. Très peu de professionnels osent nommer la paranoïa, très peu savent la diagnostiquer, la reconnaître, et ne pas non plus se laisser manipuler par la paranoïa.
La paranoïa, c'est une folie résonante, comme l'avaient appelé les psychiatres Sergio Cabra au début du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est une folie qui présente l'apparence de la raison, donc on se fait manipuler dans le langage. D'où la nécessité d'avoir de bonnes bases rhétoriques, mais bien sûr, comme elles ne sont plus enseignées, tout le monde se fait manipuler par les paranoïaques. C'est un délire, qui est donc l'apparence de la raison, qui est interprétatif. C'est-à-dire qu'il fonctionne sur l'interprétation négative des signes, des gestes, de tout ce qui paraît étrange au paranoïaque, qui de toute façon se vit comme persécuté, et projette systématiquement que l'autre est le persécuteur. Et bien évidemment, le persécuteur, c'est celui qui ne rentre pas dans son délire. C'est-à-dire celui qui mène une opposition, celui qui n'est pas complètement aliéné. Et donc la paranoïa désigne des boucs émissaires à abattre, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans le délire, ou pas totalement. C'est une psychose, c'est-à-dire que c'est grave, dangereux, elle est d'autant plus dangereuse que méconnue, et d'autant plus méconnue que dangereuse. Et elle va fonctionner avec les institutions, comme elle fonctionne dans la politique, comme elle fonctionne partout, dans les familles, de manière masquée, en s'alliant à la perversion, souvent. Les deux pathologies sont expertes en manipulation, et en manipulation érotisée des institutions, et dans la paranoïa, il y a une manipulation érotisée de l'institution judiciaire. C'est-à-dire que la scène d'amour du paranoïaque, de lui-même bien sûr, sa grande mégalomanie, c'est la scène du pénal. Donc il se fantasme pas exactement, c'est pas le bon terme, parce que le fantasme est de l'ordre du... Le paranoïaque ne fantasme pas, il met en scène. Le fantasme, il faut avoir un petit peu d'imagination, un petit peu de tiers dans le psychisme, ce qui n'est pas le cas du paranoïaque. Mais il se vit dans cette scène, cette grande scène théâtrale du pénal. Ceci est important parce que le paranoïaque va idéaliser, et il fonctionne par idéologie. Alors une idéologie, c'est quoi? C'est une croyance érigée en vérité. Donc ce qu'il croit, c'est vrai. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dans le faux. Et si vous n'êtes pas d'accord, il vous tue. Son enfant, c'est lui. Il n'y a pas de tiers, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas d'ancêtre, il n'y a pas de différence sexuée. Il est père et mère à la fois, femme et homme, il est Dieu, il est tout. Il sent, il intuitionne, il devine, il sait. Si vous êtes dubitatif, si vous n'êtes pas avec lui, vous serez contre lui. Donc, le problème là-dedans, c'est déjà de savoir qu'il y a beaucoup plus de paranoïaques qu'on ne le pense. La majorité des paranoïaques sont des hommes. Et la paranoïa invite au meurtre d'âme. Ce n'est pas moi qui donne ce concept, c'est un des plus grands paranoïaques qui ait existé dans la littérature psychopathologique, c'est le cas Schreber, le meurtre d'âme. Il orchestre le meurtre d'âme. Alors, l'allié du paranoïaque, c'est la perversion. La perversion, c'est pas une psychose, c'est quand même important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le délire. On est dans l'instrumentalisation, c'est une pathologie du narcissisme, elle reconnaît partiellement l'altérité, contrairement au paranoïa, elle la reconnaît partiellement pour en jouir, pour l'instrumentaliser. C'est-à-dire que les pervers font toujours un travail d'aide, tactique, au paranoïaque qui, lui, est le stratège. En gros, quand Hitler est le paranoïaque, tous les industriels, banquiers, financiers qui l'ont aidé ont été dans la tactique. C'est-à-dire ont mis en place sur l'échiquier les pions pour satisfaire à l'aliénation absolue. C'est-à-dire que le paranoïaque ne supporte pas le moindre vide. Il est tout et il est tout dans l'espace. Il n'y a pas de vie psychique, il n'y a pas d'intime qui existe. Il espionne, il surveille, il contrôle. Il est partout. Donc le pervers, qu'est-ce qu'il a comme intérêt à soutenir le paranoïaque? Il a que au moment où on va faire rentrer les gens dans le chaos, il y a un moment où on peut en jouir, sans entrave, puisqu'ils sont très vulnérables. Et le paranoïaque est très content, puisque le pervers va aller à rendre très vulnérables les gens par son effet de transgression sexuelle, puisque au départ, de toute façon, la perversion est une transgression sexuelle. La perversion, c'est ce qui détourne la sexualité de son but. Ensuite, on l'étend narcissique à toutes les sphères.
Donc en clair, la perversion, c'est toujours une parcellisation de l'autre. L'autre existe partiellement et il existe pour ma propre jouissance. C'est une façon de gérer l'angoisse de séparation chez l'enfant à un moment donné, la séparation notamment avec le corps de la mère. Et donc, il y a dans la perversion, dans cette parcellisation, le droit de transgresser, en fait. Le pervers se donne le droit de transgresser parce qu'il ne considère pas l'autre dans sa vie psychique. L'autre n'existe pas dans sa vie psychique, le féminin n'existe pas, il est absolument broyé dans la perversion. La perversion est donc exécutante, consciencieuse et habile du délire paranoïaque. C'est important de se rappeler que les processus qui ont eu lieu durant le nazisme, c'est-à-dire qu'un Hitler grand paranoïaque a quand même trouvé un certain nombre de complicités institutionnelles, complicité dans la population. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient allemands, c'est parce qu'ils étaient humains. Et qu'on doit trouver à l'intérieur de l'humain qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on collabore à un moment donné. Et quand on collabore, on s'en aperçoit pas forcément sur le moment. Et nous constatons, professionnels de ces questions, que la contagion paranoïaque opère dans les institutions comme elle opère actuellement dans la société, et que la privation de l'individu, la persécution des plus vulnérables, le retournement paradoxal du paranoïaque qui accuse l'enfant de mentir, qui accuse l'enfant de malice, qui accuse l'enfant de le persécuter, lorsque l'enfant dénonce des maltraitances, et en particulier des maltraitances sexuelles, cela doit nous interroger. Le traitement de l'enfant aujourd'hui comme bouc émissaire, du parent protecteur comme bouc émissaire qui lui-même est accusé d'aliénation parentale, alors qu'il ne fait que retranscrire la parole de son enfant, et de dire qu'est-ce que je fais maintenant. Et la prise de parti des institutions qui deviennent extrêmement maltraitantes nous interroge sur les phénomènes de contagion qui rentrent dans la paranoïa. Ce lieu de l'horreur sourde que j'étudie depuis plus de 20 ans. Cette contagion n'est opérante que parce que des gens de bien, des professionnels, ne sont pas assez avertis, assez au fait, et n'étudient pas suffisamment, en tout cas pour les psys, ces procédés de contagion paranoïaque. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je voudrais dire qu'il existe un totalitarisme rampant, j'en parlais en 2010 dans un de mes livres, mais qui est très très clair. Et qui désormais ne se cache plus beaucoup. L'enfant est dans les situations que nous rencontrons, qui sont catastrophiques, remis à son agresseur, le parent protecteur est écarté, la loi n'est plus respectée. Je voudrais quand même rappeler que l'ambition de tordre la loi, c'est une ambition paranoïaque, de la tordre à son profit. Donc le problème, c'est quand la justice se fait contaminer par cela. J'ai des situations cliniques, et j'en ai plusieurs, où n'est plus respectée l'injonction première selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des atteintes à l'intégrité, ça doit être jugé avant le civil. C'est quand même la base du raisonnement du droit. Et bien, dans ces situations, les maires, en l'occurrence ce sont des maires, se retrouvent jugés au civil pour non-présentation d'enfants, etc., alors que les plaintes pour viol ne sont toujours pas instruites au pénal depuis des années. Donc là, on est dans le délire paranoïaque. La loi, c'est lui. Il a décidé que non, il n'y avait pas viol parce que c'est un bon papa. La loi, c'est lui. Je suis désolée de le dire aussi, il y a des mères paranoïaques. Mais et la clinique et les prisons nous montrent que la majorité des paranoïaques, ce sont des hommes. Et c'est comme ça. Donc on doit aussi en tenir compte. Ça veut pas dire qu'on doit systématiquement se dire que... Mais bon, il y a quand même des réalités, parce que là c'est l'inverse. C'est systématiquement des mères vulnérables avec enfants qui se retrouvent dans des situations incroyables, incroyablement délirantes. Des situations où on persécute donc les enfants qui ont parlé et les parents protecteurs, où on conforte les agresseurs dans leur toute-puissance. Situation qui ne rencontre aucun écho dans les médias et la population, enfin les médias inversent de toute façon systématiquement, de façon perverse, les situations pour faire du buzz. Et une situation lorsque des professionnels les dénoncent, eux-mêmes sont persécutés par des représailles institutionnelles. Des situations où il n'y a plus aucun bon sens, donc ce sont des situations délirantes,
où l'on rencontre le chef-d'œuvre de la paranoïa, où il n'y a même plus la moindre prudence. C'est-à-dire que un enfant va être accusé de mentir systématiquement. Si le parent protecteur s'occupe de l'enfant, il sera accusé de s'occuper de l'enfant. S'il ne s'en occupe pas, il sera accusé de ne pas s'en occuper. On est dans le délire interprétatif paranoïaque. Donc, nous devons quand même être très vigilants. À une heure où une actualité où de nombreux pédocriminels, dont certains connus, ne sont pas poursuivis et participent au fonctionnement de la société. Fonctionnement pervers sans être pour le moindre du monde entravé. La contagion délirante de la paranoïa sert l'intérêt des pervers, ceci doit être très clair. Et les pervers, leur intérêt, c'est la transgression sexuelle de l'intime, et en particulier de l'enfance. Donc le paranoïaque, il délire sa toute-puissance. Il est tout. Il est omniscient et omnipotent. C'est ce que les Grecs anciens appelaient la démesure, celle d'Agamemnon, qui croit qu'en sacrifiant sa fille, il a gagné la guerre de Troie, alors que s'il la gagne, c'est parce qu'il y a Achille. Et qu'il n'a aucune reconnaissance envers Achille. Et la preuve, c'est qu'il il commence à la perdre quand Achille ne veut plus faire la guerre. Cette démesure du paranoïaque démontre qu'il se prend pour Dieu. Et il pense même que si quiconque lui désobéit à Dieu. Le délire paranoïaque est prosélyte, c'est le délire des sectes, des fanatismes religieux. Et donc, de nombreuses violences émanent des profils paranoïaques en protection de l'enfance. Le cas clinique majoritaire, c'est celui d'un père paranoïaque qui, n'ayant pas digéré narcissiquement la séparation qu'il vit, même lorsqu'il en est à l'initiative, et vit comme trahison de l'autre, persécute son ex, la harcèle et prend les enfants en otage en les aliénant, maltraitant, jusqu'à les abuser sexuellement ou les remettre à des abuseurs sexuels pour exercer davantage d'aliénation sur son ex. Comme le paranoïaque est procédurier, il partira en justice ou fera en sorte que son ex parte en justice pour être dans cette scène judiciaire qu'il affectionne. Je rappelle quand même une base, c'est que le paranoïaque, donc c'est un délirant très très grave, qu'on ne le repère pas facilement puisque c'est une folie résonante qui a toute l'apparence de la normalité, et que ce paranoïaque, on ne médiatise pas avec lui puisqu'il n'y a pas de tiers. Ce n'est pas un conflit, c'est une tentative d'aliénation des institutions, comme des parents protecteurs, comme des enfants victimes, sur l'autel de l'aliénation parentale. C'est-à-dire que ce concept même va être utilisé, mais c'est pareil que dans le harcèlement. Quand le paranoïaque dit « il me harcèle » alors que c'est lui qui harcèle. On est sur de la projection en permanence, donc il va falloir de la prudence, et il va falloir beaucoup de bon sens aux professionnels pour gérer ces situations dans ces institutions qui sont désormais, on le voit de plus en plus, contaminées. Le paranoïaque dit qu'on est avec lui ou contre lui. Si on est contre, il tue. Et si on est avec, il tue pour le bien autrui. Et le bien, c'est le respect de la loi telle que lui la définit, telle que lui l'entend. La loi sans altérité. La loi qui confère sa propre tyrannie. Donc je distingue bien le délire paranoïaque de l'emprise perverse. L'emprise, c'est le fait du pervers qui joue de sa victime, de sa proie, comme une marionnette, mais c'est un peu quand même extérieur à lui. Donc il va chercher à exercer une domination sur ce qui est extérieur à lui, qu'il vit comme inanimé, mais qui est extérieur à lui. Le délire paranoïaque, c'est autre chose. Le délire paranoïaque, ce n'est pas de l'emprise. Le paranoïaque, il est dans l'aliénation. Il doit s'aliéner. Et il doit aliéner l'autre pour pouvoir réécrire le réel tel qu'il l'entend, tel qu'il le désire, tel qu'il peut le supporter. C'est-à-dire un réel où il est tout puissant, sans aucune limite. Donc, je voudrais terminer cette intervention en rappelant que dans le système totalitaire, les pervers sont toujours les alliés des paranoïaques, les enfants sont toujours des cibles privilégiées, l'autorité n'existe plus, les figures paternelles d'autorité ne fonctionnent plus, il n'y a plus de protection, et les personnes se vivent comme des enfants face à une toute-puissance dévorante que rien n'arrête.
De tout temps, les totalitarismes ont utilisé la propagande et l'idéologie sur les enfants. Il faut considérer qu'aujourd'hui, nous avons à faire face à un totalitarisme nouveau, un totalisme rampant, très puissant dans les idéologies qu'il propage pour mieux pouvoir déstructurer les enfants à la racine, et d'autant plus redoutable dans la force de son délire. Que chacun à son niveau fasse en sorte de s'informer, de s'instruire et de ne pas souscrire, en tout cas de se clarifier l'esprit. Votre présence ici atteste de ce désir de conscience et je vous en remercie et je vous remercie également de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la suite.